Ok, recording in progress. Je ne sais pas si. J'espère que je. J'espère qu'on peut s'entendre. Donc, voilà, la question 2 du TD, c'est une question qui dit est-ce que vous avez. euh, bon, le mot economicus défini comme vous voulez, hein, est-ce que vous l'avez. Est-ce qu'il existe? Et est-ce que vous l'avez rencontré? Le but de cette question, c'est une question un peu provoque, n'est-ce pas? Comprenez bien qu'on a expliqué tout à l'heure avec Warren qu'il n'existe pas. C'est un idéal type comme tous les idéal types de toutes les disciplines. On se l'imagine, ça permet de raisonner sur cet être typique. OK? Oui, je t'en prie. Ouais. Parle fort, comme ça on peut t'écouter dans l'enregistrement. Mais comme tu peux. Hein? Les économistes ont déjà créé un idéal type se baser sur la situation de l'économie sociale. Mm-hmm. Donc, c'est nous, en fait, sur partie, et aussi le social economicus. Car, par exemple, en société, on peut agir d'un côté en étant social economicus, et quand on est seul, on peut agir en tant qu'homo economicus. Enfin, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que bon, s'ils ont pensé cet idéal-là, c'est que quelque part, il y a certains aspects chez nous qui ressemblent à cet idéal, à cet homo economicus. Et qu'il y a d'autres qui ne ressemblent pas, n'est-ce pas? Voilà. Ça, on est bien d'accord. Mais seulement, sauf que moi, je vais plus loin dans la question. Je dis, est-ce que vous l'avez rencontré et où? C'est une question provoque, vous comprenez? Pourquoi provoque? C'est pour voir si on a compris les deux dernières idées que j'ai développées en cours sur la question que tu as posée tout à l'heure, sur la différence entre le libéralisme classique et le néolibéralisme. Alors, la différence fondamentale entre les deux, parce qu'il y a beaucoup de différences, mais la différence la plus importante, c'est dans le fait que le néolibéralisme, il se caractérise par deux extensions. La première, c'est l'extension dont j'ai parlé dans le cours des relations d'interaction à travers le marché dans toutes les relations sociales et pas seulement économiques. Ça veut dire que l'économie de marché est devenue vraiment une économie de marché dans toutes les relations sociales. Ça veut dire que le marché, la relation marchande, s'est étendue à tous les domaines de la société. Ça veut dire qu'on a des marchés partout. L'extension de l'idée de relation marchande a été effectuée à partir des années 70, surtout des années 80, l'époque de Thatcher et de Reagan. Et ces relations marchandes se sont imposées partout. Ça veut dire que, c'est pour ça que j'ai parlé des livres du type Freakonomics, qui expliquent que le raisonnement par extension de relations marchandes à travers le marché, ça s'est étendu à tous les types de frottement social. La famille, le mariage, l'enseignement, la santé. Donc, il y a un premier, toujours dans ce premier point, l'extension des interactions marchandes à tous les niveaux des interactions sociales. Et pas seulement
la production, la consommation, l'investissement, pas uniquement, à toutes les relations humaines. Ça veut dire qu'il y a des domaines qui n'étaient pas marchands, qui étaient gérés de manière collective ou par l'État ou par, on va dire, la sécurité sociale. Ben, tous ces domaines-là ont été petit à petit envahis par le marché. On parle de marchandisation. D'accord? Marchandisation. La marchandisation veut dire que beaucoup de biens et de services et d'offres sont devenus des marchandises alors qu'ils ne l'étaient pas. Ça, c'est le premier aspect. Toujours dans la même première idée. La marchandisation est une chose, et puis la marchéisation. La marchéisation, c'est le fait que les interactions passent par un marché. C'est ce qu'on appelle la marchéisation. Ça veut dire un objet qui n'était pas marchandise le devient, et puis il s'échangera sur un marché. Même s'il n'existait pas, il sera créé de toutes pièces. Ça, c'est le premier phénomène qui nous fait passer du libéralisme classique à la Ricardo et Smith, surtout Smith, au néolibéralisme des années 80. Deuxième aspect, plus important, c'est une chose très importante et à laquelle on ne fait pas beaucoup attention, toujours pour répondre à cette question, est-ce que vous l'avez rencontré? Et vous allez par la suite me dire si vous l'avez rencontré, vous comprendrez un peu mieux la question provoque. Deuxième aspect, deuxième caractéristique de ce passage du libéralisme au néolibéralisme, c'est le fait que, vous vous rappelez comment on a dit que chaque agent, une des questions d'ailleurs du TD, c'est quels sont les agents retenus en économie ou en macroéconomie? Ménage, entreprise, État, n'est-ce pas? Voilà les agents principaux. Et on a donné à chacun de ces agents une fonction objective, n'est-ce pas? Quelle est la fonction objective de l'entreprise? Maximiser son profit. Et retenez bien, il y a une autre question dans le cours qui est comment, si quelqu'un peut me dire s'il l'a vu dans le TD, et je ne vous demande pas de répondre tout de suite à la question, on dit, je dis dans cette question, comment a évolué cette fonction objective de l'entreprise? De l'objectif de maximisation de profit et après, c'est devenu autre chose. D'accord? Vous vous rappelez que j'en ai parlé dans le cours? Je ne serais pas capable de rappeler. Hein. Vous avez retenu une chose qu'on connaît depuis le lycée, l'entreprise, elle a un objectif de maximisation de profit. On est d'accord? Je vais parler d'un autre objectif qui est venu un peu plus tard. De la maximisation de la valeur actionnariale. Je n'en ai pas parlé? Très bien. Je donne ma langue au chat. En tous les cas, l'objectif de l'entreprise, maximisation de profit, il a évolué beaucoup. Est-ce que vous entendez parler actuellement de la responsabilité RSE, responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise? Vous avez entendu parler de ça? Hein? Plus fort? Oui, c'est tenir compte
entre autres, de l'empreinte carbone. Ça veut dire qu'on critique cet objectif purement économique de l'entreprise qui est la maximisation de profit. On a compris que c'est un objectif qui ne concourt pas au bien-être collectif, surtout celui de la planète, n'est-ce pas? Et donc, on a changé un peu, on essaie de changer. Mais vous avez entendu parler de la loi Pacte. Ça vous dit quelque chose, la loi Pacte? Vaguement, hein, c'est ce qu'on entend peut-être à la radio. Ça fait partie des réformes que voulait faire Macron. 2019, n'est-ce pas? La loi Pacte. La loi Pacte voulait imposer aux entreprises cette volonté d'avoir une mission qui va au-delà du simple profit, d'accord? Mais ce sont des tentatives qui montrent quoi? Qui montrent que cette histoire d'objectif fixé par les économistes de l'objectif de l'entreprise maximisation de profit, ça ne mène pas très loin. Vous comprenez? C'est que ce que vous devez retenir ici en tant que jeunes étudiants, c'est comment le doute commence à douter, n'est-ce pas? De ce dont on était sûr. D'accord? C'est ça que vous devez aller chercher et comprendre. Mais si on reste à l'objectif primordial, celui que tous les étudiants se farcissent à longueur de leur cursus, l'objectif de l'entreprise, c'est la maximisation du profit. D'accord? Alors, la deuxième caractéristique du néolibéralisme, c'est l'extension. Donc, une deuxième extension, l'extension de cet objectif de l'entreprise à tous les autres agents de la société et pas seulement de l'économie. Ça veut dire que l'État aussi doit raisonner en termes de profit, de maximisation. Les ménages aussi, le consommateur aussi. Tous les agents doivent raisonner comme s'ils étaient des entreprises d'eux-mêmes. Ça s'est propagé progressivement. Quand on dit à un jeune, prends-toi en charge, n'est-ce pas? Quand un homme politique dit à un jeune, tu n'as pas trouvé de job, crée une entreprise. Vous comprenez? C'est ça le danger. Ça, c'est un danger de l'extension du raisonnement de la fonction objective de l'entreprise à tout le monde. L'État doit raisonner comme ça. Est-ce que l'État est conçu pour ne pas avoir des déficits? Non. L'État, son objectif, c'est de ne pas avoir des déficits. Vous comprenez? Hein? Comment? L'objectif de l'État, ce n'est pas d'avoir un budget bouclé. Hein. Pas ça du tout. L'objectif de l'État, ce n'est pas d'avoir un équilibre budgétaire. Ce n'est pas l'objectif, ça. L'objectif de l'État, c'est le bien-être collectif. Et si ce bien-être collectif nécessite des déficits, il faut trouver des solutions à ces déficits. Mais il faut faire des déficits. Donc, les hommes politiques qui sont engagés dans cette voie néolibérale, ils pensent à l'État comme une entreprise. Il ne doit pas perdre de l'argent. Et ils pensent au chômeur comme quelqu'un qui n'a pas réussi son entreprise. Prends-toi en charge, fais-toi une entreprise. Et être entrepreneur de soi-même, quoi.
Et vous avez des jeunes couples qui se mettent en ménage et raisonnent maintenant comme une entreprise. Et raisonnent comme une entreprise. Et c'est ça que je vous ai demandé. Est-ce que vous l'avez rencontré, cet Homo economicus? Eh bien oui. Ils ont réussi à faire de nous tous des Homo economicus. Et celui qui ne raisonne pas comme ça, quand je vous dis où est-ce que vous l'avez rencontré, quelqu'un devrait répondre où est-ce qu'on ne le voit pas. C'est rare qu'on ne voit pas d'Homo economicus. Tout le monde raisonne en entreprise. Tout le monde raisonne en entreprise. Et ça, c'est un dérapage. Un dérapage. Et c'est ça la caractéristique, la deuxième caractéristique du néolibéralisme par rapport au libéralisme classique. Les libéraux classiques réservaient des fonctions très précises à l'État dans son rôle pas seulement régalien, mais son rôle social aussi, contre des injustices, contre des inégalités. Ben, tout ça, ça a été progressivement dénigré par le mouvement. Attention, il ne faut pas croire que ce mouvement-là est un complot. Il ne faut pas croire ça. Ce n'est pas qu'il y a des gens qui sont là pour nous téléguider et qui cherchent à nous manipuler et qu'ils ont un plan pour nous conçu depuis longtemps. Non, pas du tout. Ce que vous devez comprendre dans le cours, c'est comment progressivement on est passé d'une pensée à une autre. C'est l'objet du cours et du TD de la semaine prochaine, si je ne suis pas très malade pour le préparer. On a dit qu'on a fait une histoire des faits macroéconomiques. Ensuite, on l'a éclaté en deux pour le monde et pour la France, vous vous rappelez? Et puis, un cours et un TD de méthodologie. Et j'espère, on fera un cours et un TD de comment a évolué l'histoire de la pensée économique. Depuis les mercantilistes jusqu'aux néolibéraux d'aujourd'hui. Cette évolution-là, bien sûr, elle peut demander des mois et des mois de travail, mais je vais essayer de la bâcler en une séance de cours et une séance de TD, surtout pour soulever quelques points seulement. Par exemple, ce point-là. Comment ce n'est pas du tout un complot. Et ce qui est important ici, c'est de comprendre que ce n'est pas un complot, c'est une évolution qui n'est pas naturelle, bien sûr, mais une évolution qui est qu'il faut comprendre. On la comprend à partir des changements infimes, des tout petits changements que ce n'est pas les économistes qui peuvent s'en apercevoir ou s'en rendre compte. Généralement, les philosophes et les sociologues. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de Bourdieu, je vous ai parlé de Foucault. Foucault était l'un des premiers à avoir décelé cette glissement du libéralisme vers le néolibéralisme assez tôt. Et comment, surtout la chose importante, pour répondre à notre deuxième question du TD, comment le mot economicus, qui est un idéal type, qui est une construction de l'esprit, qui n'existe donc pas, comment il est devenu un être en chair et en os? Comment s'est fait ce glissement? Il y a un mot chez Foucault, il dit
l'expression, il dit le jeu de la réalité, le jeu du réel. Pour dire quoi? Pour dire que le néolibéralisme a fait du modèle schématique, modèle théorique, imaginaire, qui n'est pas scientifique. Comment il s'est imposé au monde réel est devenu une réalité. C'est ce qu'il appelle le jeu de la réalité. Parce qu'on est en train de, comme dirait Shakespeare, life is play. La vie est une pièce de théâtre. Cette pièce de théâtre, elle est écrite par une idéologie néolibérale. Et c'est elle qui mène la pièce. C'est elle qui écrit la mise en scène. Et nous jouons tous cette pièce. Ça devient à la fois une réalité, puisque nous participons tous à ce jeu, puisque, comme je vous ai dit, vous avez des jeunes couples qui raisonnent comme une entreprise. Donc, nous rentrons tous dans la danse. Quand je vous dis, est-ce que vous l'avez rencontré? Oui. C'est ce mélange entre le réel et le fictionnel. Et finalement, la réalité et la fiction de l'Homo economicus, ça devient inextricable. Nous sommes tous des Homo economicus actuellement, à part ceux qui partent, qui veulent faire de la résistance ou qui veulent aller dans une tuile au pain de terre en Ardèche avec des chèvres. C'est ça. C'est ça la réponse à cette deuxième question. Oui, elle existe. Et la force du néolibéralisme, c'est d'avoir rendu, donné de, comment dire, réifié le mot économicus. Le mot économicus a été réifié. Il est devenu un être en chair et en os. Et c'est ça la force de ce changement, ce glissement. J'essaierai dans le cours de la semaine prochaine d'expliquer comment, parce que l'histoire de la pensée économique, on peut l'aborder de 36 000 façons. Vous avez des livres de toutes sortes sur l'histoire de la pensée. Mais le thème que le fil conducteur que je vais suivre dans ce cours, c'est comment s'est fait le glissement de la pensée économique des mercantilistes, surtout à partir des classiques et des physiocrates, jusqu'à aujourd'hui. Et le fil conducteur sera comment a évolué la pensée sur la valeur des choses, parce que c'est la question importante en économie, la valeur des choses. Comprenez? Quand tout à l'heure vous avez parlé de l'écologie, je vous ai dit qu'est-ce que vous, à part vos sentiments, vos bons sentiments vis-à-vis de la planète, OK, you are planet friendly. Merci de vos sentiments. Ça ne suffit pas. Il faut commencer à se préparer à acquérir des notions fondamentales dans ce sujet pour que lorsqu'on les traite en cours, vous soyez déjà préparés. Mais pourquoi l'économie aujourd'hui a de gros problèmes pour aborder les questions de l'écologie? C'est parce que, comme je vous l'ai dit en cours, l'économie, comme on l'a dit tout à l'heure, ne peut traiter que les choses marchandes, n'est-ce pas? Qui passent par le marché, donc qui ont un prix. Ça veut dire que les choses gratuites que nous ne payons pas, elle ne peut pas les intégrer dans sa réflexion. L'air est gratuit,
jusqu'à ce qu'il soit, jusqu'à ce que l'on montre. D'accord? L'eau peut être gratuite dans certaines conditions, dans certaines régions, jusqu'à ce que... Donc, elle ne sait pas, elle n'est pas armée pour réfléchir sur les questions qui ont beaucoup de valeur et qui n'ont pas de prix. Vous comprenez? C'est là l'importance du retour à la méthodologie. Pourquoi, en économie, on traite des choses qui ont que les prix? Ils peuvent avoir de très grandes valeurs. L'économie ne sait pas les traiter. Parce qu'elle comprend et elle analyse que ce qui passe par le marché et donc qui émerge avec un prix. Vous comprenez le danger là? Donc, plein de choses en écologie qui n'ont pas encore de prix, elle ne peut pas les aborder. Et si vous comprenez pas la méthodologie qui amène l'économie à ne pas... Comment on a glissé de la valeur au prix? Avant, on ne faisait pas ça. Les premières écoles ne raisonnent pas comme ça. Et le glissement qui s'est fait et qui nous amène jusqu'au raisonnement d'aujourd'hui, regardez, un exemple très simple. Si vous essayez, je vous donne un guide de lecture pour essayer de lire, pour vous préparer pour le cours d'écologie. La chose importante, si vous voulez comprendre l'écologie, c'est, vous venez de comprendre là, je l'espère, que l'économie ne peut pas traiter des choses qui ont de la valeur et qui n'ont pas de prix. Il y a George Bernard Shaw qui disait, les économistes connaissent le prix de tout, mais connaissent la valeur de rien du tout. Ça, c'est George Bernard Shaw. Les économistes connaissent le prix de tout. Ils savent calculer le prix de tout, mais ils ne savent pas la valeur de rien du tout. Et ça, c'est, il faut être un poète pour comprendre ça. Et l'économiste ne se rend plus compte du fait qu'il ne sait pas valoriser des choses qui n'ont pas de prix. Donc, si vous voulez une porte d'entrée dans l'économie écologique, une porte d'entrée, c'est qu'est-ce qui pousse les économistes à dire, oui, pour régler le problème de la couche d'ozone et des émissions de gaz à effet de serre, c'est très simple. Il y a un problème là-dedans. Pourquoi il y a un problème? Parce qu'il n'y a pas de marché. Créons un marché du carbone. Et voilà, la question est résolue. Voilà. Donc, vous, si vous voulez comprendre ou avoir une porte d'entrée dans l'écologie, regardez pourquoi on a créé un marché du carbone. Vous entendez parler du marché du carbone. Actuellement, on connaît le prix de la tonne du carbone. Pourquoi on a créé ce marché? C'est parce qu'on ne peut pas raisonner sans marché dans cette logique que je viens de vous expliquer. La marchéisation de tout, même du carbone. Oh, ça ne vous choque pas, ça? Voilà la porte d'entrée pour l'écologie. Essayez de rentrer là-dedans, par cette porte-là. Oui, Warren? Bon, pour nous, si tu veux, Warren, il faut d'abord, avant d'être sûr qu'il faut la changer, il faut d'abord la comprendre. Parce que moi, je vous fais un cours d'économie. Je ne vais pas vous faire un cours de révolution politique. Ce n'est pas ça le but. Le cours, c'est un cours d'économie. Il faut déjà être sûr, parce que tu vas trouver devant toi des gens qui disent, oui, le marché du carbone, c'est la bonne solution. Il faut que tu sois capable de dire pourquoi ils pensent ça, quelles sont les limites de cette pensée. Et ça, c'est en recourant au cours de méthodologie. La méthodologie de l'économie permet de t'expliquer la différence entre valeur et prix. Oui, oui, parce qu'on ne peut pas raisonner le prix, il est là pour aider le calcul. Tu ne peux pas faire du calcul rationnel si tu n'as pas de chiffres, n'est-ce pas? Je vous ai dit, la rationalité, première condition, c'est le calcul économique. On ne peut pas avoir de calcul, c'est des choses qui n'ont pas de prix. Et le problème, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas de prix, qui ont beaucoup de valeur pour nous. Qu'est-ce qu'on fait?
Voilà les bonnes questions qu'on doit se poser en économie. Vous comprenez? Parce que là, dans le cours, ici, on n'est pas là pour apporter des réponses. Hein. On est là pour donner des ouvertures sur des questions fondamentales. Et vous donner l'envie, le goût d'aller lire, de chercher, de comprendre. Ce n'est pas pour réussir des examens. Hein. Pour moi, ce n'est pas ça mon but. Mon but, c'est d'être des citoyens curieux, même à la limite tourmentés. C'est mieux que des citoyens heureux. Claro? OK. Est-ce que c'est l'heure de votre TD? Combien il nous reste de temps? 5 minutes. Je vous les offre.